59e jour de guerre entre Israël et le Hamas et la trêve, Jean-François, paraît bien loin. Oui, c'est bien loin. Des dizaines de chars israéliens sont entrés ce lundi dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de milliers de personnes avaient trouvé refuge ces dernières semaines, fuyant justement les combats au nord de Gaza, de la bande de Gaza. L'armée israélienne affirme désormais étendre ses opérations dans l'ensemble de ce territoire. Elle dit agir avec force à Khan Younes, la grande ville du sud, déjà visée massivement par des frappes depuis la reprise des combats. La chef du CICR, déclaration à Gaza, Myriana Spoliarik, a dénoncé les souffrances intolérables, dit-elle, de la population gazaoui et a également appelé à libérer les otages israéliens aux mains du Hamas. En termes de bilan, 75 soldats israéliens tués à Gaza. L'armée a annoncé la perte de 3 nouveaux soldats la veille. Au total, 401 soldats israéliens ont été tués depuis le 7 octobre, si vous incluez l'attaque du Hamas sur le sol israélien, point de départ de cette guerre. Un rappel, donc également, c'est le bilan du Hamas qui fait état, lui, c'est le ministère de la Santé du Hamas, de 15 899 morts, à 70% des femmes et des enfants, dit le Hamas, et 42 000 blessés dans les bombardements israéliens. En compagnie de Patricia Alémonière, grand reporter, Paul Quignot de Libération et Yannick Halimi, éditorialiste politique, 59e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Paul Quignot, je disais, la trêve paraît excessivement loin. C'est assez terrifiant en quelques heures, en quelques jours. Là. Oui, Alors, je ne sais pas si on a cru que ça allait pouvoir s'installer, la trêve, mais en tout cas, oui, on a l'impression d'être reparti complètement en arrière. J'ai envie de dire que c'est à la fois terrible, logique, et en même temps une impasse pour Tsahal. Terrible parce que évidemment on l'a vu depuis un mois et demi. Le nombre de victimes civiles est juste insupportable, et que voilà, ça c'est la première chose. Logique, parce que Tsahal a annoncé comme but de guerre l'élimination du Hamas. Ils considèrent qu'ils ont fait le boulot, si j'ose dire, dans le nord de l'enclave, et donc ils vont aller terminer le boulot, si j'ose dire, dans le sud. Donc c'est de leur point de vue et des points de vue des buts de guerre, c'est logique. Mais c'est une impasse, parce que vous pouvez pas. Enfin, au bout du bout, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tant que l'Égypte n'ouvrira pas le terminal de Rafah, et ils ne l'ouvriront pas. Ça veut dire que ils vont demander aux Gazaouis de reculer de plus en plus vers la frontière, et on va stocker 2 millions de personnes dans encore moins de kilomètres carrés. C'est une absurdité, et c'est une impasse militaire. Patricia Alémonière, d'autant que tout ça suscite de plus en plus de violences en Cisjordanie aussi. Oui, enfin, je vais revenir sur Gaza, si vous me le permettez, avant de répondre à la Cisjordanie. Je crois que là, ce qui est intéressant, il y a eu un changement sémantique. Il n'est plus question d'éradiquer, mais de décapiter. Parce que vous savez qu'il y a le Hamas, d'après dans le discours tenu par Netanyahou et par l'armée israélienne. Parce que vous savez qu'en plus, à Khan Younis, qu'est-ce qu'ils vivent ? Eh bien, c'était le chef politique du Hamas, Yahya, et Def. Les deux, le commandement militaire et le commandement politique, les deux sont originaires de là, et donc l'armée israélienne et les autorités israéliennes sont persuadées qu'ils sont ici et qu'il y a des otages. Donc avec cette offensive dont vous avez relevé tous les côtés abominables qui peuvent s'y passer sur un plan humanitaire, avec cette offensive, ils espèrent 2 choses. 1, décapiter, en quelque sorte, et 2, trouver les otages dans les tunnels qui sont à Khan Younis. Et ça nous ramène à Benyamin Netanyahou, qui, s'il arrive à faire ce coup-là, c'est sa survie. Enfin, il assure une grande partie sa survie politique. Et il ne faut pas oublier que l'homme que nous avons en face de nous, le Premier ministre israélien, est un animal politique. Et donc, avec en ne cédant pas aux injonctions américaines, qui sont quand même très fortes, en maintenant sa ligne dure, parce que c'est celle-ci, il poursuit vraiment son but, et il peut atteindre, décapiter les deux et trouver des otages. Et dans ce cas-là, il emportera le bénéfice politique. Que si on se réfère à tous les experts qui sont passés par ici, militaires et autres, depuis quelques semaines,
viser les deux objectifs en même temps est complètement Oui, mais là, on se retrouve... À la fois cibler, éradiquer ou décapiter le Hamas et libérer des otages. On se trouve dans une zone qui est quand même assez resserrée, même si c'est une zone très densément peuplée. Ils ont fait parking tapis de bombes le week-end. Et là, maintenant, ils vont chercher avec les chars. Et alors, ça va être dramatique pour la population, parce qu'effectivement... Mais ça va être dramatique pour les otages eux-mêmes. Et pour les otages eux-mêmes, mais c'est pas le... Un Israélien, il peut être ramené mort et son prix est très élevé aussi. C'est les trouver. Je crois que le Premier ministre a vraiment un but très précis. C'est pour ça qu'il ne cède pas aux injonctions israéliennes, parce qu'il est persuadé qu'ils sont là à cet endroit précis. Et on verra bien si c'est ça, s'il a raison ou pas. Mais en attendant, ça se fera au prix de centaines de milliers de morceaux supplémentaires. Jannick Halimi, votre regard sur ce moment de la guerre, 59e jour. Ce moment de la guerre, effectivement, on a l'impression que le pire est encore à venir, pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer. Ça a été un jour après la fin de la trêve, les opérations aériennes ont été secondées ou amplifiées par une opération terrestre, et c'est ce pourquoi on assiste à une telle escalade dans l'horreur. N'oublions pas, et je le répète tout de même, que cette horreur a été déclenchée par l'opération du 7 octobre qui est... que nous connaissons. Horrible également, insupportable, et qui explique le jusqu'au-boutisme de Benjamin Netanyahou. Maintenant, Patricia Lemaire cultive le paradoxe, parce qu'il est de bon ton tout de même et de bonne analyse, y compris dans tous les camps, de dire, y compris dans le camp israélien. Je pense par exemple à l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, qui estime que, certes, vous avez raison, Netanyahou ne peut qu'aller jusqu'au bout, parce que c'est la carte qu'il joue depuis qu'il est au pouvoir, pratiquement depuis 2009, qui est la carte sécuritaire à tout prix, mais que on arrive dans une impasse peut-être militaire, mais aussi politique, parce que je crois que le pire qui puisse arriver pour la suspension des combats, pour une paix éventuelle provisoire, et puis pour la sécurité même d'Israël, c'est que Benjamin Netanyahou se perpétue dans l'être au pouvoir en Israël, parce que tout ce qu'il a fait depuis le début, encore une fois depuis 2009, y compris le fait de vouloir valoriser indirectement le Hamas pour décrédibiliser l'autorité palestinienne qui se trouve en Jordanie, qui aurait pu représenter un levier de discussion politique pour la création de deux États. Cette stratégie politique qui a été défendue pleinement par l'opposition à Benjamin Netanyahou. Donc je veux dire par là qu'il y a toute une partie et du corps politique israélien et de la société israélienne qui aurait été pour une solution politique avec deux États il y a encore quelques années. Peut-être pas avec le Hamas, mais avec l'autorité palestinienne. Bref, Benjamin Netanyahou s'inscrit complètement à contrario de ce qui peut être une sortie de crise, si ce n'est encore une fois une solution de paix aussi provisoire soit-elle. Donc aujourd'hui, on a l'impression que tout, encore une fois, va aller de pis en pis, et c'est le moment justement d'imaginer quelque chose pour en sortir, pour faire la paix entre guillemets, il faut être au moins 3, voire 4, et c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut que les États-Unis et le Qatar jouent leur carte de médiateur. On parlait de Benjamin Netanyahou, mais il y a ce procès qui reprend, et ça paraît presque surréaliste, mais c'est aussi la vie politique et la vie judiciaire. Qui, en fait, il y a trois affaires mêlées, on ne va peut-être pas trop les détailler parce qu'on n'a plus le temps, mais ce sont des affaires de fraude, de corruption. Grosso modo, Netanyahou est accusé d'avoir bénéficié ou favorisé de riches donateurs avec des contreparties. Alors il faut évidemment prouver tout cela. Et la difficulté pour lui, c'était d'être finalement confronté à ces affaires-là. Et le drame du 7 octobre est arrivé suspendre, si je puis dire, la marche de la justice. Donc le paradoxe, effectivement, c'est qu'il est aujourd'hui Premier ministre, chef de guerre, et ce procès qui reprend, parce qu'il faut le rappeler, Israël est une démocratie. Et c'est un scénario qui serait inimaginable dans d'autres pays de la région. Donc la démocratie israélienne fait que il n'y a pas de trêve pour la justice qui reprend son travail normalement pendant que le Premier ministre mène bataille, si je puis dire, à Gaza. Ça va prendre un certain temps, Patricia Lemaire. Oui, ça peut s'étaler sur plus d'un an, mais la première affaire sur laquelle il est jugé est une affaire très sérieuse, d'après la presse israélienne, parce que les juges
aussi honnis qu'ils soient justement par Benjamin Netanyahou et je veux dire l'extrême droite de son parti, hein, puisque la justice justement dont vous faites état dans ce pays qui est démocratique, eh bien cette justice, certains voudraient la mettre au pas du politique, hein, aujourd'hui. Eh bien les juges bénéficieraient de nouveaux témoins qui pourraient encore alourdir les charges qui pèsent contre Benjamin Netanyahou. Il risque gros. Il essayait de passer un accord juste avant le début de ce procès pour faire en sorte qu'on trouve un arrangement. Et les juges ont dit non, pas d'arrangement, parce qu'ils auraient des billes qui pourraient vraiment le mettre en péril. Et c'est là, justement, la démocratie israélienne. On peut mettre en péril un Premier ministre. Oui. En exercice. Ce procès, en fait, nous rappelle une chose, c'est que Netanyahou, était, avant le 7 octobre, politiquement très affaibli. Il n'avait même pas réussi à faire passer sa réforme, justement, pour éviter ces poursuites, etc. Donc, réforme de la justice. Réforme de la justice. Donc, l'existence de ce procès nous rappelle ça. Et ça nous rappelle aussi que Netanyahou est un animal politique, ça a été dit tout à l'heure, d'où aussi sans doute sa stratégie militaire. Mais il a une chance, si j'ose dire, et le mot est évidemment pas bien choisi, mais il est plus faible que jamais, mais il n'y a personne sur la scène internationale qui est capable de lui dire d'arrêter. C'est-à-dire que on le voit bien, les Américains n'arrivent pas à lui dire d'arrêter son offensive aussi meurtrière sur Gaza. Les Russes, évidemment, laissent tout ça se passer puisque ça déporte le regard de toute la planète sur la guerre en Ukraine. Les Chinois n'ont pas envie de s'en mêler et la France ne pèse rien dans le paysage. Donc il a malheureusement cette chance-là. Vous parliez de la France, oui, Yannick. Non, mais juste pour dire qu'il y a encore une fois, la réaction pourrait venir de l'intérieur même de la société israélienne qui a X reproches à faire à Benjamin Netanyahou au-delà de son avenir judiciaire. N'oublions pas que les rapports et les fuites aussi se multiplient sur le fait que Benjamin Netanyahou était au courant d'une éventuelle, alors attention, hein, c'est facile encore une fois de refaire l'histoire a posteriori, mais tout de même, en Israël, je peux vous dire que le corps social... La presse américaine a détaillé ça aussi encore il y a quelques jours. Voilà, était donc d'une éventuelle attaque massive par des voies jusque-là inédites. Donc oui, Benjamin Netanyahou a une certaine force, je suis d'accord avec vous, une certaine force politique, mais n'oublions pas quand même qu'il est fragilisé, qu'une partie de la société israélienne est prête à le décaniller. Et encore une fois, n'oublions pas, certes, d'espérer un petit peu, encore une fois, c'est lorsque des situations sont dans une impasse totale, que des perspectives, encore une fois, sinon de paix, en tout cas d'apaisement, peuvent sortir de la volonté et des belligérants et surtout des puissances qui les entourent. Ça peut être effectivement l'Amérique ou le Qatar. Alors pour conclure, Patricia, il y a un autre homme, il y a Benny Gantz, hein, qui est très populaire actuellement et qui monte dans tous les sondages. Mais Benny Gantz, pour l'instant, est aussi déterminé sur un plan militaire.